Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Est-ce que vous pouvez me faire un petit signal de la main dans la salle pour me dire que vous m'entendez et que vous me voyez? Super, génial. Parce que je ne fais que voir effectivement quelques têtes dans des fauteuils rouges et je suis seule devant mon ordinateur chez moi. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce colloque et parler de Henri van de Velde aujourd'hui. Comme l'a rappelé Benjamin en introduction, la question de l'ornement est absolument essentielle et je dirais même constitutive de l'œuvre de la personnalité de Henri van de Velde. Lorsque, vers 1893, Van de Velde abandonnait sa carrière de peintre, c'était dans la conviction d'une double nécessité. Celle de promouvoir les arts appliqués et celle d'en renouveler le vocabulaire ornemental, alors dominé par un historicisme qu'il déconsidérait. En cela, Van de Velde n'est pas du tout original, mais à ce parcours plutôt courant dans sa génération, va s'ajouter une très importante activité d'enseignant et celle, plus rare encore, de critique d'art et de théoricien. Depuis 1894 jusque tard dans les années 40, Van de Velde accompagna sa pratique d'un corpus théorique sous forme de cours, conférences et publications. Ces réflexions auront cependant rarement vocation à justifier sa production artistique, et on peine d'ailleurs même à confronter les deux. J'ose toutefois débuter cette conférence par une présentation plutôt descriptive consacrée aux premières expériences décoratives de Van de Velde, celle de la période Art Nouveau à proprement dite, avant de vous proposer ensuite un aperçu de ces réflexions théoriques sur l'ornement. C'est donc par l'intermédiaire de son ami William Finch, sait-on, un autre peintre du groupe des 20, que Van de Velde découvre les idées et les productions Arts and Crafts qui vont inspirer ses premiers travaux de décoration. Membre fondateur des 20 et introducteur du pointillisme en Belgique, Finch se convertissait, lui, en 1892 à la faïence et à la poterie artisanale populaire. Puis vient la rencontre avec Maria Seth, la fiancée et future femme d'Henri van de Velde, qui sera un vecteur essentiel, car non seulement celle-ci est artiste, mais elle partage aussi cette passion pour les arts and crafts anglais, et à la différence de Van de Velde, elle parle couramment l'anglais. C'est donc à quatre mains qu'Henri van de Velde et Maria Seth créèrent entre 1893 et 1895 leurs premiers aménagements intérieurs, et ceux-ci sont fortement inspirés des réformateurs anglais Ruskin et Morris. Comme vous le voyez sur l'image, en dehors de discrets détails sculptés dans le bois des meubles, l'ornement est cantonné dans les tissus et les papiers peints anglais, dont ils sont d'ailleurs, pendant un certain temps, les représentants à Bruxelles. Avec la réalisation à Uccle de leur propre maison, le Blumenwerf, en 1895, ils mirent pour la première fois en œuvre des papiers peints qu'ils auront dessinés eux-mêmes. Les récents sondages révélèrent d'ailleurs que les seules alternatives à ces papiers peints qui étaient les leurs étaient des finitions murales unies. En comparaison avec le premier intérieur, le couple d'artistes fera au Blumenwerf preuve d'une étonnante retenue dans l'utilisation de l'ornement, et sur les murs et dans les textiles. Même la comparaison avec d'autres créations architecturales non historicistes contemporaines, je pense notamment à la maison Tassel, qui est exactement de la même année, surprend beaucoup. Donc ici vous voyez le couple dans le Blumenwerf, un peu mis en scène, avec des esquisses de fleurs qu'ils auront peut-être faites d'ailleurs directement dans leur jardin, parce qu'eux aussi aiment beaucoup les plantes. Et sur les esquisses,
derrière les esquisses, j'ai mis les papiers peints auxquels elle se réfère probablement. Les 4 papiers peints essentiels qu'il crée à cette époque-là sont le premier tout à gauche, le papier peint d'Alia, qui serait vraiment de la main de Maria VII seule, et qui est celui qui rappelle le plus les papiers peints anglais, tout en faisant preuve d'une forte stylisation. Elle reste très inspirée du modèle de la nature. Le second, à partir de gauche, le modèle Tulipe, est peut-être une œuvre des 2 artistes ou aussi de Maria toute seule. Tandis que le troisième, Van de Velde en réclame la paternité tout seul. C'est le papier peint qu'on appelle à cette époque-là accolade, qui n'a pas vraiment de nom et qui aura plus tard le nom de dynamographique. Et le dernier, tout à droite, serait une première vraiment collaboration des 2, c'est celui qui serait inspiré des Ancoli, dont je vous ai montré le petit dessin juste avant. Ici, le papier peint d'Alia, comme vous le voyez, est mis en œuvre dans le vestibule du Blumenwerf. Et j'ai essayé de faire une petite reconstitution schématique avec les couleurs pour vous donner une idée. L'échelle n'est pas exacte du tout. C'est simplement pour donner une impression des couleurs. Dans la revue Pan, la revue allemande Pan d'avril 1897, Van de Velde publie un article sous le titre Ein Kapitel über Entwurf und Bau moderner Möbel. Il y pose la raison dans son être et dans son paraître comme unique précepte à la beauté et constate à quel point la vision de ses contemporains est décalée. Ceci devenant hilar à la vision de sa maison Blumenwerf, dénuée d'ornements et dont la logique de construction est rationnelle. En même temps, ceci considérerait alors comme raisonnable la maison voisine, ornée de masques fantastiques et affublée d'une haute tour sans utilité. Les tissus d'ameublement, par contre, dans cette première réalisation, qui sert de carte de visite, sont encore anglais. Vous voyez en particulier le tissu du fauteuil Havana, dit Havana, qui est recouvert de Dove and Rose de William Morris. Henri Van de Velde ne concevra en fait des textiles qu'un peu plus tard, une fois installé en Allemagne, époque à laquelle il cesse de mettre en œuvre des papiers peints à motifs. Les uns semblent comme venir remplacer les autres. L'ornement toutefois sur les murs survivra, sous forme de tentures murales, de frises au pochoir ou de frises en stuc. Vous avez ici un peu tout. Les tissus d'ameublement, donc le rideau comme ceux des meubles, sont un dessin d'Henri Van de Velde. Et vous voyez, vous devinez la frise en stuc qui est au-dessus de la petite simèse qui marque la partie supérieure du tissu mural, de la tenture murale qui, elle, est unie. Il s'agit de la Villa Esche, conçue entre 1904 et 1906 à Chemnitz, en Saxe. Globalement, d'ailleurs, les moyens financiers des commanditaires que Van de Velde parvient à toucher en Allemagne exigent à cette époque-là un niveau de luxe qui lui permet non seulement de mettre en œuvre des matériaux très nobles, mais aussi et surtout de faire réaliser des dessins très complexes aux meilleurs artisans.
On peut presque dire que sa fantaisie n'a pas de limite et que la sobriété n'est vraiment plus de mise. Ici, il s'agit de l'aménagement du magasin berlinois de la Continental Havana Company en 1899, qui était à la fois une splendide réalisation de l'Art Nouveau et marque la fin d'une expérience ornementale chez Henri van de Velde. Suite à une visite de la colonie de Darmstadt, lors de son inauguration en 1900, Van de Velde aurait été dégoûté à la vue des œuvres de Peter Behrens et Joseph Maria Olbrich. Le comte Harry Kessler, qui l'y accompagne, nota dans son journal que Van de Velde aurait alors déclaré « De 2 ans, je ne ferai plus d'ornement. Je vais encore me simplifier. Je ne rechercherai plus que la forme. » Concrètement, à partir de cette époque, Van de Velde portera une attention nouvelle à la texture des matériaux et au procédé de leur mise en œuvre. Il jongle par exemple avec les essences de bois ou il porte là une attention presque d'ébéniste au dessin des veines des panneaux de simèse non peints, des lignes naturelles du matériau et la technique de la mise en œuvre finalement feront forme d'ornement. Ces exemples du traitement du bois étant absolument impossibles à montrer en illustration, je vous présente autre chose. Je vous présente un stuc décoratif aux lignes abstraites qu'il a fait pour le jardin d'hiver de la maison Schulenburg à Gera, et non pas, comme j'ai écrit sur le copyright, au Hohenhof à Hagen. C'est un procédé qu'il utilise aussi au Hohenhof, d'où ma confusion. Voilà le Hohenhof. Il s'agit de stucs abstraits qui seront comme installés à la façon d'un carrelage, donc presque comme un Iznik qui n'aurait pas de couleur, mais avec du relief. Le Hohenhof, que vous voyez, dont vous voyez ici le jardin d'hiver, est la maison conçue à Hagen pour Karl-Ernst Osthaus entre 1906 et 1908. Elle est à cette époque l'œuvre architecturale à la fois la plus luxueuse et la plus raffinée que Van de Velde ait construite. Le triptyque installé dans le mur faisant face à la fenêtre est un panneau de faïence dû à Matisse, qui fut probablement commandé spécifiquement pour ce lieu. Les premières expériences artistiques de Van de Velde avec la ligne remontent en fait à l'époque de ses travaux de peintre et de graphiste. Rétrospectivement, Van de Velde rapporta dans ses mémoires avoir déjà été ébranlé par le sens et la nature et la fonction de la ligne lorsqu'il peignait dans les dunes à la vue du mouvement de la mer sur la plage à Wecheldezande. Ici, vous voyez donc la faneuse où ces lignes jouent un rôle très très important et la composition abstraite qui pourrait avoir été issue d'une observation d'une citrouille. C'est un petit pastel qui ne porte pas de titre et qui est une des dernières œuvres picturales de Van de Velde. Il l'a placé dans plusieurs photographies de l'intérieur du Blumenwerf. Comme vous la voyez ici, à proximité d'ailleurs d'un très intéressant katagami qui lui aussi voyage de photographie en photographie et est presque présent partout. Les katagami sont des pochoirs japonais utilisés pour teindre les étoffes à motifs. Ils sont rarement signés et identifiables. Ici, il s'agit peut-être de vagues ou d'un motif abstrait. Dans les deux cas, c'est le mouvement et la force des lignes qui intéressent Van de Velde. Car même si l'on peut reconnaître la citrouille dans le bas du pastel, Van de Velde dispose dans sa maison parfois dans un sens et parfois dans l'autre. Vous voyez ? Comme si cela donnait une impression différente si on le voyait dans un sens ou dans l'autre. Et en réalité, quand vous regardez dans le coin entre la fenêtre et l'étagère avec le katagami, vous voyez que la composition abstraite en question a effectivement été posée à l'envers. Du moins, c'est ainsi qu'on le voit aujourd'hui, parce que quand elle est présentée, notamment sur le site du Kröller-Müller Museum, c'est dans ce sens-là, celui que je vous ai présenté en premier. De la même manière, Van de Velde le conserva de son croquis d'arôme, c'est ainsi qu'il le dénomine sur le papier,
que les lignes. À partir des nervures des feuilles et du mouvement du long de la fleur de la tige, il dessine son premier papier peint totalement abstrait. Il donne d'ailleurs donc plus tardivement le nom de dynamographique à ce papier peint. C'est un terme qu'il utilisera beaucoup dans ses recherches théoriques sur la psychologie de l'ornement. Ses premières réflexions sur la ligne germent en effet dès le début des années 90. Il a raison. Elles transparaissent dans ses critiques de peinture, notamment à propos de Seurat, et il en prononce certaines dans les cours et conférences données en 1893-1894 à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers et à l'Institut des Hautes Études de l'Université Nouvelle de Bruxelles. Mais c'est véritablement à partir de 1900, en Allemagne, que se constitue son corpus théorique sur l'ornement. Le premier cours pratique à Anvers consacré au papier peint, puis les cours prononcés à l'Université de Bruxelles, constituent un corpus d'écrits produit à l'aune de la lecture de John Ruskin, de Pugin ou de William Morris. Avec Déblaiement d'art, ce sont les premiers écrits théoriques que Van de Velde publie. Mais un autre théoricien incontournable à cette époque est alors l'allemand Gottfried Semper, qui défend l'idée que les arts appliqués conditionnent la naissance et la définition du grand art, en raison d'un instinct artistique de l'humanité fondé sur un besoin d'ornement. Six des ouvrages de Semper sont aujourd'hui encore conservés dans la bibliothèque de Van de Velde à l'école de la Cambre. Et 2 sont annotés par lui. Ce nouveau champ d'idées lui est ouvert autour de 1900, en fait, par son commanditaire et défenseur le plus important, le comte Harry Kessler, celui-là même avec lequel il a été à Darmstadt. Et peut-être aussi, un peu, par son découvreur et défenseur si acharné, le critique d'art et historien Julius Mayer-Gräfe. Donc je vous présente ici cette petite liste de 6 documents et vous voyez que j'ai mis que 2 de ces documents sont annotés par Henri Van de Velde. L'appartement, voilà ici, excusez-moi, Harry Graf Kessler, celui dont je parlais, et son appartement à Weimar, conçu par Henri Van de Velde dès son installation en Thuringe. Il n'est pas du tout comparable en termes de taille, mais cet intérieur égalait absolument par le raffinement la maison de Osthaus à Hagen, dont je vous ai présenté le jardin d'hiver. Les correspondances que Van de Velde entretient avec Kessler sont très importantes et elles ont été conservées en majeure partie. Et celles-ci révèlent que ce Kessler, qui est fils de diplomate, esthète et intellectuel, a sans doute eu une influence sur l'œuvre artistique et théorique de Van de Velde plus importante qu'on ne le pense. Dans une lettre datant de janvier 1900, Kessler interpelle Van de Velde par, je cite, « Voilà donc comment il faut à mon avis poser la question. Quels sont les faits qui ont pu, à telle époque, modifier assez profondément la sensibilité, c'est-à-dire la gamme possible des émotions et leur relation avec les sensations, pour rendre possible l'art qui est né à cette époque. Sommes-nous d'accord sur cette formule, cher ami ? Point d'interrogation. Puis il poursuit sur l'idée que, je cite, « Les faits qui ont modifié la sensibilité, voilà le fait central, fondamental, qui doit se trouver à la naissance de tout mouvement d'art et qu'il s'agit donc d'élucider. » Joignant à une autre lettre une photographie d'un ornement mycénien, peut-être un de ceux-ci, provenant du Musée archéologique national d'Athènes, Kessler s'interroge sur les origines de l'ornement de manière générale. Je cite à nouveau. « L'ornement serait en quelque sorte en nous,
et pas dans la nature, et que nous devons nous servir de la nature pour découvrir quelles possibilités sont cachées en nous. Les réponses de Van de Velde ne sont pas moins pertinentes et prouvent clairement qu'il y a entre les deux hommes un dialogue intellectuel fort et propédeutique aux écrits théoriques de l'artiste. C'est dans une brève missive postée à Paris le 16 février 1902 que Kessler remercie Van de Velde d'une lettre. « C'est à peu près, je crois, ce que moi, je vous avais dit à propos de votre même mot, une ligne est une force. » Van de Velde lui aurait peut-être envoyé le manuscrit dans cette lettre, le manuscrit de sa fameuse conférence sur la ligne qu'il donne alors à cette époque en Allemagne. On pourrait donc supposer que la paternité de la trop fameuse définition de la ligne force reviendrait en tout et partie, ou partie, à Kessler. C'est dans la revue allemande Die Zukunft que paraît pour la première fois en 1902 cette fameuse définition de la ligne. Je la cite en français. La ligne est une force dont les activités sont pareilles à celles de toutes les activités élémentaires naturelles. Plusieurs lignes forces mises en présence exercent leurs activités en ses contraires, provoquent les mêmes résultats que les forces naturelles opposées l'une à l'autre dans les mêmes conditions. La réception plaça volontiers cette définition largement citée de la ligne force dans le contexte des premières créations de Van de Velde, et comme une parabole en fait de l'ornement à nouveau. Dans le corpus théorique de Van de Velde, il faut au contraire y voir un véritable point de départ d'une réflexion sur l'ornement, une réflexion qu'il poursuivra jusque dans les années 1940. Issu en fait du débat alors virulent sur la raison d'être de l'ornement, la ligne est une force, une portée allant bien au-delà d'une simple évolution stylistique de l'ornement. Henri Van de Velde avait relativement tôt pris ce parti de se battre non seulement contre l'ornement historiciste, ce que firent plusieurs générations depuis la grammaire de l'ornement d'Owen Jones, mais aussi contre l'ornement naturaliste. Dans un article pour la revue artistique et littéraire allemande Pan, que j'ai déjà cité plus haut, et un autre article, Van de Velde considérait dès 1897 le rejet de l'ornement naturaliste comme acquis. Il affirmait alors sans réserve que le contenu le plus noble de tout ornement sera toujours de nature abstraite. Et c'est en 1901, dans l'ouvrage Renaissance et modernen Kunstgewerbe, dont un chapitre fut consacré à l'ornement nouveau, qu'il propose pour la première fois un fondement théorique à cet ornement abstrait et qu'il prend conscience de l'importance de la ligne. Je cite : « L'ornement est avant tout nécessaire, il naît de l'objet auquel il reste uni et indique la fonction ou la manière dont celui-ci a été produit. Il contribue à ce devoir de tout objet de répondre à sa fonction. » Cette déclaration de principe fonctionnaliste faite, il ajoute « L'ornement ne cherche pas à représenter quoi que ce soit. Il doit avoir la liberté de ne rien représenter, et sans cette liberté, il ne pourrait pas exister. » Ceci ne l'empêche pas de préciser que l'ornement pur naît de 2 ou 3 lignes que nous jetons sur le papier, conduit par une puissance inconsciente, sans y réfléchir, comme poussé par un cri. Van de Velde déduit alors 3 règles qui déterminent le bon équilibre des lignes. Complémentarité, rejet et abstraction, équivalence des surfaces négatives et des surfaces positives. C'est une vision donc très instinctive de la ligne qu'il renouvelle dans la seconde proposition de la définition de la ligne force, selon laquelle la ligne emprunte sa force à l'énergie la ligne emprunte sa force à l'énergie de celui qui l'a tracée.
C'est un élément qui restera fondamental des recherches théoriques de Van de Velde jusqu'à la fin de sa vie. C'est le moment où émerge d'ailleurs chez lui cet adjectif de dynamographique. Ce n'est pas la première fois qu'un créateur invoque les notions de force et d'énergie, voire d'inconscient. Christopher Dresser, qui avait illustré les pages de botanique de la grammaire de l'ornement de Jones, établit dès 1862 une hiérarchie que l'on peut qualifier de darwinienne dans l'évolution de la création ornementale. Aux origines, la brute imiterait, puis l'homme stylise. Mais il ne revient qu'aux êtres évolués de pouvoir incarner dans une forme une idée mentale suggérée par la nature et à de rares élus de créer un ornement purement idéal. L'absolue incarnation de l'esprit en une forme, c'est-à-dire la création de l'homme intérieur originel. Dès ses premières publications sur l'ornement, en 1895, Van de Velde exprimait clairement ce besoin d'aller chercher le style moderne non pas dans les livres et l'archéologie, qu'il laisse aux paresseux, mais en nous. Il convient d'en se remettre à notre instinct plutôt qu'à l'étude des styles. Fort du succès de sa conférence sur la ligne, Van de Velde est encouragé par Kessler vers une publication extensive sur la question de l'ornement. Celle-ci ne vit finalement pas le jour, mais Van de Velde nous laissa dans sa succession une série de manuscrits très conséquente qui nous permet aujourd'hui d'entrer dans les méandres de son système de pensée. Le tapuscrit le plus abouti de cet ensemble est celui dont je vous présente ici 2 pages. C'est un tapuscrit qui doit dater de la fin des années 30 et dans le but de publier un ouvrage qui porterait comme intitulé « De la ligne et de l'ornement structuro-dynamographique ». Il ne restera finalement que celle traitant des origines de l'ornement. Il conclut que les premières lignes tracées par la main de l'homme sont des traces de l'excès de sa vitalité, de sa joie puérile sans réserve, et que la beauté de la ligne réside dans le plaisir que l'on peut éprouver à la vue de celle-ci, à revivre cette force qui transporte notre âme comme le font le chant et la danse. Donc, il devient très poétique, mais en réalité, on reste ancré à la fin des années 30 encore dans cette idée de la ligne force qu'il a prononcée en 1902. Les références bibliographiques prennent une place démesurée dans cet ouvrage inachevé et il est assez difficile d'y discerner celles qui justifient a posteriori ses propres réflexions et celles qui l'y inspirèrent. Outre la grammaire de l'ornement de Owen Jones, une autre référence fondamentale reste les Stilfragen d'Alois Riegel de 1893, dont il tira sa conception du Kunstwollen, ou vouloir artistique. Et surtout, cette idée que l'ornement historique lui-même, bien loin d'être une simple imitation, voire une stylisation de la nature, est un élément graphique ou plastique en soi, dont l'évolution est absolument autonome. Ceci n'empêche pas Van de Velde de s'intéresser à la théorie positiviste de l'origine technique de l'ornement, celle de l'architecte Gottfried Semper, qui lui est la cible de Riegel et aux interprétations. Et pour les interprétations, il se nourrit énormément du philosophe de Leipzig, Wilhelm Wundt, un philosophe auprès duquel Harry Graf Kessler a fait ses études. En conclusion, je dirais que la plupart des articles publiés par Van de Velde étaient des conférences ou des cours, et plusieurs témoignages de ses contemporains d'ailleurs prouvent que ces discours au ton de prédication étaient autant appréciés des spécialistes que du grand public. Ils avaient une résonance dont on n'a aujourd'hui plus tellement la mesure. Pour exemple, je vous cite le directeur de la bibliothèque du Kunstgewerbemuseum de Berlin, Peter Jessen, qui parle à Hambourg devant la Société des arts décoratifs de la personnalité dans les arts décoratifs de son temps, et où il place Van de Velde non seulement au centre de son propos par rapport à son travail,
mais il voit aussi en l'artiste un véritable agitateur, dont les conférences ont, dit-il, la force de raz-de-marée. Van de Velde ne finalisera donc pas un discours philosophique ou psychologique autour de l'ornement, mais les philosophes et les théoriciens de l'art germanophone feront leur certains concepts exprimés par Van de Velde,